sommaire de cette édition au Mali, le Premier ministre a assuré en dévoilant son plan d'action que le gouvernement de transition qu'il dirige organiserait bien des élections l'an prochain. Le journaliste Khaled Drareni, devenu le symbole du combat pour la liberté de la presse en Algérie, a été libéré ce vendredi soir, et ce, au lendemain de l'annonce d'une grâce présidentielle. Et puis les États-Unis sont officiellement revenus dans l'accord de Paris au moment où l'administration du président Biden s'est engagée à faire de la lutte contre le changement climatique une haute priorité. Merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer. À toutes et à tous, bienvenue. On démarre cette édition par l'Algérie où le journaliste et militant Khaled Drareni est arrivé chez ses parents après avoir été libéré à la faveur d'une grâce présidentielle accordée à 3 jours du 2e anniversaire du soulèvement populaire du Irak. Un total de plus de 30 détenus d'opinion a été remis en liberté dans le pays. Plus de 30 détenus d'opinion en Algérie, dont le journaliste et militant Khaled Drareni, ont été libérés ce vendredi à la faveur d'une grâce présidentielle accordée à 3 jours du 2e anniversaire du soulèvement populaire du Irak. À sa sortie de prison, Khaled Drareni a fait le vœu de la victoire avec les doigts, un signe qu'il a brandi ces dernières années face aux intimidations des autorités. Je veux juste remercier tous ceux qui se sont solidarisés avec moi, qui m'ont soutenu, que ce soit en Algérie ou à l'étranger, parce que leur soutien n'a pas de prix. Merci à tous. On est très contents et très heureux et très soulagés surtout pour Khaled, pour ses parents, pour la liberté d'expression et tout, malgré tout en fait, parce qu'en réalité, Khaled n'avait pas du tout sa place là où il était. Mais bon, alhamdoulilah, la journée a été très longue et dur, mais on était prêts à attendre le temps qu'il faudra pourvu qu'il sorte pour là. Devenu le symbole du combat pour la liberté de la presse en Algérie, Khaled Drareni a été condamné à 2 ans de prison en septembre dernier pour incitation à attroupement non armé et atteinte à l'unité nationale. Sa condamnation avait suscité l'indignation en Algérie et à l'étranger. Au Mali, le Premier ministre Mokhtar Ouane a réitéré ce vendredi sa volonté de dialoguer avec les groupes djihadistes malgré les réticences de Paris. Il a également assuré de l'organisation l'an prochain des élections au cours de la cérémonie de présentation de son plan d'action. Le Premier ministre malien a réaffirmé devant le Conseil national de transition, qui fait office de parlement, l'engagement de son gouvernement à organiser, dans les délais convenus, des élections libres et transparentes. La première priorité du gouvernement reste toutefois le renforcement de la sécurité, qui passera notamment par une relecture de l'accord de paix de 2015 entre le gouvernement et les ex-rebelles indépendantistes du nord du pays, a dit le Premier ministre Mokhtar Ouane lors de la présentation de son plan d'action vendredi. Il a promis la dissolution effective des milices d'autodéfense qui alimentent de graves violences intercommunautaires, le recrutement de 25 000 militaires ou encore le déploiement de l'armée et des services de l'État partout dans le pays. Depuis 2017, de plus en plus de voix au Mali se lèvent pour appeler au dialogue avec nos frères qui ont rejoint les groupes radicaux. Il s'agit d'une demande maintes fois exprimée. En plus des élections, dont celle du président de la République et des députés, il a été décidé, conformément à l'axe de la feuille de route de la transition, d'adopter une nouvelle constitution par voie référendaire. Sous la pression internationale, les militaires qui ont renversé le 18 août 2020 le président Ibrahim Boubacar Keïta ont mis en place des organes de transition, la présidence, la primature, le gouvernement et l'organe législatif et se sont engagés à rendre sous 18 mois, soit début 2022, le pouvoir à des dirigeants civils élus. Mais l'emprise que les militaires exercent sur cette transition ainsi que l'ampleur de la tâche ont suscité des interrogations sur le respect de cette échéance. Un an après la création du gouvernement d'union nationale, le spectre de la guerre civile est toujours présent au Soudan du Sud. Et pour cause, le pays est miné par les rivalités au sommet de l'État, les violences intercommunautaires et la faim.
Le 22 février 2020, sous la pression internationale et après un an de négociations et d'atermoiements, Salva Kiir et Riek Machar ont accepté de gouverner ensemble pour la troisième fois depuis l'indépendance du Soudan du Sud en 2011. Le premier en tant que président, le second comme vice-président. Ce principe de partage du pouvoir avait été fixé dans un accord de paix signé en 2018 pour mettre fin à 5 années de guerre civile qui ont fait plus de 380 000 morts et 4 millions de déplacés. Mais un an après, quasiment aucun des autres engagements prévus n'a été respecté. Le Parlement ne s'est pas réuni, des postes ministériels sources de litiges ne sont toujours pas pourvus et les troupes de Kiir et Machar ne sont pas réunies dans une armée commune. Dans un récent rapport, l'International Crisis Group a mis en garde qu'avec les deux hommes qui continuent de diriger chacun leur force, le Soudan du Sud peut rapidement à nouveau basculer dans la guerre. Après les visites de plusieurs camps militaires ce mois-ci, une délégation composée de représentants gouvernementaux et militaires a estimé qu'aucun progrès n'avait été fait dans l'organisation de la nouvelle armée, plus de 18 mois après sa date de déploiement prévue. Outre les violences, la population civile a également été frappée par la sécheresse, les inondations et des invasions de criquets pèlerins qui ont dévasté les récoltes. Selon les autorités locales et les agences de l'ONU, plus de 7,2 millions de Sud-Soudanais, soit près de 60% de la population souffriront de malnutrition aiguë à la mi-2021. Les autorités nigérianes s'activent pour la libération des personnes enlevées mercredi dernier dans un pensionnat. Il y a désormais un émissaire qui assure la médiation, qui discute avec les ravisseurs. Le choix a été porté sur Ahmed Goumi, un imam, pour prendre langue avec les ravisseurs des 42 personnes enlevées. Des discussions sont en cours et de multiples stratégies ont été mises sur pied, a déclaré vendredi le commissaire à l'information de l'État du Niger, Mohamedou Sani Idriss. Des hommes armés avaient attaqué dans la nuit de mardi à mercredi un pensionnat public d'enseignement secondaire de Kagara, dans l'État nigérian du Niger, tuant un étudiant et emmenant avec eux 27 élèves, 3 professeurs et 12 membres de famille du personnel, selon les autorités de l'État. Un nouvel enlèvement de masse qui intervient 2 mois après le rapt de 344 adolescents dans un pensionnat de Kankara dans l'État de Katsina, libérés après une semaine de captivité à l'issue de négociations. Le nord-ouest et le centre du Nigeria sont la proie de bandes criminelles dénommées sous le terme générique de bandits qui multiplient enlèvements contre rançon et vol de bétail. Ces bandes criminelles sont motivées par l'appât du gain, mais certaines ont tissé des liens avec les groupes djihadistes présents dans le nord-est. Beaucoup de ces bandits prétendent être musulmans et nous avons même amené des ouvrages islamiques à leur intention, a expliqué Mohamed Sani Idriss. Certains d'entre eux commencent à revenir à la raison et expriment des remords. Aucune demande de rançon n'a été formulée et aucune ne sera payée, a-t-il affirmé. Quelques heures après l'attaque, le président nigérien Muhammadu Buhari avait ordonné aux forces de sécurité de ramener immédiatement tous les captifs indemnes et l'armée et la police ont affirmé jeudi traquer les ravisseurs. Hors du continent africain, le président français Emmanuel Macron a proposé ce vendredi que l'Europe et les États-Unis livrent le plus tôt possible 13 millions de doses de vaccins à l'Afrique pour que le continent puisse vacciner ses 6,5 millions de soignants. Il intervenait au sommet virtuel du G7. Suivons un extrait de son plaidoyer. Si nous, Européens, Américains, nous savons livrer le plus vite possible ces 13 millions de doses, ça vaut énormément. Ça vaut notre crédibilité. Ça représente 0,43% des doses que nous avons commandées. Si nous savons faire ça, alors l'Ouest aura une présence et sera considéré en Afrique. Si nous annonçons des milliards aujourd'hui pour donner des doses dans 6 mois, dans 8 mois, dans 1 an, nos amis africains auront, sous la pression de leur population et à juste titre, acheté des doses aux Chinois, aux Russes ou directement à d'autres laboratoires. Et la force de l'Ouest, des Européens ou des Américains, ce sera un concept, mais pas une réalité. Et donc je pense que c'est une idée très concrète, très importante.
Et puis, les États-Unis sont officiellement revenus ce vendredi dans l'accord de Paris, au moment où l'administration du président Joe Biden s'est engagée à faire de la lutte contre le changement climatique une haute priorité. Un retour salué par la communauté internationale. Près de 4 ans après l'annonce par Donald Trump du retrait des États-Unis, ce retour de la première économie du monde, deuxième plus grosse émettrice de CO2, signifie que la quasi-totalité des nations de la planète sont aujourd'hui partie prenante de l'accord signé en 2015. Entré en fonction le 20 janvier, Joe Biden avait décidé immédiatement de ce retour. Nous ne pouvons plus repousser ou faire le strict minimum pour répondre au changement climatique. Il s'agit d'une crise existentielle mondiale. This is a global existential crisis. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a aussi assuré dans un communiqué que le changement climatique et la diplomatie par la science ne pouvaient plus jamais être des ajouts optionnels dans les discussions de politiques étrangères. Répondre aux menaces réelles du changement climatique et écouter nos scientifiques est au cœur de nos priorités intérieures et étrangères. C'est vital dans nos discussions sur la sécurité nationale, l'immigration, les mesures sanitaires internationales et dans notre diplomatie économique et nos négociations commerciales, a également indiqué le secrétaire d'État. Faisant l'éloge de l'accord de Paris négocié par l'ancien président Barack Obama. Ce sera tout pour cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi et passez un excellent week-end en compagnie des programmes de Sika TV.